Bonjour tout le monde, et si nous parlions à nouveau un peu d'histoire. Et aujourd'hui je vais vous raconter une anecdote sur Napoléon Bonaparte. Pas sur ses grandes batailles, ses grandes victoires, mais sur en quelque sorte une grande bataille quand même. Mais pas une grande victoire. La fois où Napoléon a dû fuir devant des lapins. Oui, Napoléon Bonaparte, le grand empereur qui a conquis une bonne partie de l'Europe, fait trembler la plupart des grandes puissances européennes, qui a gagné de nombreuses batailles face à des grandes armées, héros de l'histoire française, a un jour dû fuir devant des lapins. C'était un lapin adulte. Alors comment cela a bien pu arriver? Alors ça se passe en 1807. Napoléon Bonaparte est alors empereur depuis 3 ans, il gouverne le pays depuis 8 ans après la période du consulat, et il vient alors de signer le traité de Tilsit, qui est un traité diplomatique qui est assez avantageux, qui a vraiment un succès pour l'empereur, puisque bon, on était dans le cadre de guerre, puisque depuis 1806, la France napoléonienne était en guerre contre la quatrième coalition, puisque globalement, dans la période révolutionnaire puis napoléonienne, la France a dû affronter des coalitions plus ou moins larges, avec les Royaumes-Unis, la Russie, l'Autriche, la Prusse, la Suède, etc. Enfin, ça dépendait des fois, la composition de ces coalitions variait à chaque fois, mais globalement, on pouvait retrouver ces différents pays et d'autres, l'Espagne aussi a pu y être, contre la France. Donc cette quatrième coalition, on a le Royaume-Uni, la Prusse et l'Empire russe et plusieurs petits États européens, notamment plusieurs États de l'espace allemand, qui est un espace assez morcelé à cette époque, qui se sont coalisés contre la France, 2 années de guerre, et Napoléon leur a tenu tête avec ses armées et a remporté plusieurs victoires, notamment Austerlitz, évidemment, qui est une des victoires les plus connues. Et ainsi, il a pu s'imposer dans ce conflit et imposer un traité de paix à son avantage. Donc c'est les deux traités de Tilsit, un avec la Prusse, l'autre avec l'Empire russe. Globalement, il va gagner des territoires sur la Prusse, affaiblir la Prusse qui perd des territoires, donc soit directement la France, soit des États qui vont être des États plutôt satellites de l'Empire français. Et il fait donc reconnaître ses conquêtes, et en plus il peut forcer la Russie, dans le cadre de ses négociations, à s'allier avec lui, notamment le soutenir dans le cadre de son conflit avec l'Angleterre, qui reste l'ennemi, la perfide Albion, donc l'ennemi de Napoléon et de la France de l'époque. Et notamment, il y a le blocus continental que la Russie rejoint, avec ce traité. Ce qui permet de renforcer l'application de ce blocus continental. Donc, voilà, c'est clairement un succès de Napoléon Bonaparte, cette année 1807, qui lui permet de renforcer sa domination continentale. Et pour fêter ce succès, cette victoire, il décide d'organiser une chasse. Alors, il faut voir qu'historiquement, depuis l'Ancien Régime, depuis donc des siècles, la chasse, c'est un élément important, un marqueur social de la noblesse, des élites d'Ancien Régime. Et Napoléon et la noblesse d'Empire vont reprendre cette pratique, cette coutume de pratiquer la chasse comme marqueur social. Pourtant, cela était un peu tombé en désuétude pendant la Révolution française. Les privilèges avaient été anoblis, une grande partie de ces forêts qui servaient pour les nobles à chasser étaient devenues des biens nationaux, donc n'étaient plus réservés aux nobles, et le privilège de chasse avait été aboli. Donc, pendant un temps, dans les années 1790, la chasse n'était plus un élément des élites. Cependant, déjà, dès le directoire, ça va progressivement revenir. Les élites du directoire vont se mettre à nouveau à pratiquer la chasse et la mettre en avant comme étant le marqueur des élites du pays. Et dès 1800, Napoléon, alors premier consul, se fait inviter à des chasses. Alors, c'est pas une activité qu'il goûte particulièrement. Il n'est pas fan de chasse, mais il se rend compte rapidement que déjà, ça permet d'en jeter, de montrer du prestige, et notamment quand il y a des invités de marque à des événements spéciaux, c'est bien, ça fait bien de les inviter à la chasse, et donc il va progressivement prendre cette habitude, cette pratique, et l'intégrer à sa pratique du pouvoir. Ça permet également de se lier aux élites, à la fois aux élites du pays, les élites traditionnelles du pays qui avaient l'habitude de la chasse, et ce qui fait que quand la noblesse d'Empire, qui forme une élite nouvelle, en pratiquant cette pratique plus traditionnelle, elle va ainsi s'intégrer aux élites historiques plus anciennes du pays, et avec lesquelles maintenant elle peut partager une pratique qu'ils vont faire ensemble, et donc ça lie l'ancienne et la nouvelle élite, et ça permet à Napoléon également d'obtenir son soutien. C'est également un moyen de se lier aux élites européennes qui elles aussi pratiquent la chasse de la même manière. Donc c'est un moyen pour Napoléon de se faire accepter parmi d'autres aussi, mais de se faire accepter dans la haute société européenne. Et donc il va le faire notamment lorsqu'il invite des invités de marque, par exemple avec Pie VII. Il y aura une partie de chasse organisée avec le pape Pie VII, et il va développer un équipage de chasse avec chevaux, chiens, il va se doter de forêts pour pratiquer la chasse. Donc vraiment,
ça s'institutionnalise au sein du coup du régime napoléonien. Il prend également l'habitude de chasser avec ses alliés avant et après les campagnes militaires, histoire également de souder les liens entre eux. Donc voilà, vraiment la chasse sous Napoléon redevient un élément de distinction sociale, de distraction et de diplomatie. Et d'ailleurs, la chasse comme élément de diplomatie, c'est quelque chose qui va rester longtemps, puisque par exemple, sous Giscard d'Estaing, donc il n'y a pas si longtemps que ça, bon, une cinquantaine d'années, Giscard avait chassé avec le roi d'Espagne. Lorsqu'il était, du coup, il l'avait reçu en France. Donc on voit qu'il n'y a pas si longtemps encore, en France, la chasse était un élément, une activité de diplomatie assez importante. Et donc en 1807, c'est assez naturel que Napoléon décide d'organiser une chasse pour fêter son succès militaire et diplomatique. Pour cela, il demande à son chef d'état-major, Alexandre Berthier, de préparer tout ça pour la chasse. Et donc celui-ci va notamment acheter des milliers de lapins qu'il va lâcher dans la forêt pour que Napoléon et ses comparses, ses compagnons puissent aller les chasser. Mais lors de cette chasse, Napoléon va avoir une surprise. Puisque les lapins, au lieu de fuir, de les éviter, ils vont au contraire tous se diriger vers lui et ses hommes. Étonnant. Alors au début, il tire dessus, il tire sur les lapins, lui et ses hommes, mais en mode oh cool, ils sont là, les lapins, on peut facilement leur tirer dessus, c'est cool. Sauf que les lapins ne fuient toujours pas, en fait, ils continuent de venir par milliers sur Napoléon et ses hommes, qui tentent à de les repousser en tirant un coup de bâton, il y a des cochers qui utilisent leur fouet. Mais rien n'y fait. Ils arrivent, ils montent sur Napoléon, ses amis, lui le griffent, et ils se font submerger par le nombre, et ils sont obligés de fuir. Ils doivent à un moment se replier face à cette armée de lapins. Et du coup, face à cette marée animale, ils montent dans leur voiture et ils se carapatent. Ouais, donc la garde meurt mais ne se rend pas, sauf face à des lapins. La garde meurt mais ne se rend pas. La garde meurt mais ne se rend pas. Alors maintenant, on pourrait se demander pourquoi un tel comportement. Ça peut paraître étrange. Mais il faut savoir que c'était des lapins qui étaient élevés par les agriculteurs et qui n'avaient pas peur de l'homme. Au contraire, pour eux, l'homme c'était plutôt positif parce que c'était la personne qui les nourrissait. Quand ils voyaient un être humain, ils s'attendaient à être nourris. Du coup, quand ils ont vu Napoléon et ses compagnons arriver, ils se sont dit « Ouais, c'est l'heure de la gamelle, à la soupe !» Et ils s'attendaient à ce qu'on leur donne à grailler. Et du coup, quand on leur a pas donné à grailler, ils se sont énervés. C'est pour ça qu'ils ont attaqué Napoléon et ses hommes. Ce qui, du coup, explique cet événement un peu étrange de Napoléon, le grand empereur, obligé de fuir devant des lapins. Alors, dans une telle circonstance, ça serait arrivé à peu près à n'importe qui. Il ne s'agit pas de dire « Oh mon Dieu, Napoléon est ridicule d'avoir dû fuir devant des lapins ». Certes, la situation peut paraître ridicule, mais n'importe qui à la place aurait dû fuir aussi, parce que le nombre ça compte, même quand on est des lapins. Donc c'est pas pour se moquer particulièrement de Napoléon, c'est juste que je trouvais cette anecdote assez étonnante, surprenante, et qu'en plus elle permet de parler un peu d'histoire de la chasse comme pratique sociale durant cette période, parce qu'autant c'est connu que sous l'Ancien Régime, la chasse c'était une pratique de la noblesse très importante, mais autant du coup comment cette pratique a pu évoluer au sein des élites avec la Révolution française et la période napoléonienne, c'est moins connu. Donc c'était l'occasion aussi quand même de dire quelques mots à ce sujet, en plus de raconter cette anecdote que je trouve amusante. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a intéressé, vous avez appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à la partager. N'hésitez pas également à vous abonner pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Et à commenter aussi, à dire ce que vous en avez pensé. Vous avez d'autres anecdotes à raconter sur Napoléon ou sur d'autres périodes. Et même si vous êtes fan de Napoléon, ne vous énervez pas, comme je vous l'ai dit, il ne s'agit pas d'être un anti-Napoléon. C'était juste, raconter une anecdote et placer des éléments historiques. Voilà, c'est terminé. Au revoir tout le monde.